Bonsoir, professeur Mortiguier. Bonsoir, Olivier. Je suis bien heureux de vous retrouver, puisque nous avons déjà fait un chapitre premier sur Flaubert et la franc-maçonnerie. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons, car il y a eu un événement à Rouen, l'explosion d'une raffinerie de pétrole, qui s'appelle Lubrizol, et c'est ce qui nous permet de nous réunir ce soir pour en discuter. Oui, en effet. Et donc nous allons parler de la question politique autour de cet événement, parce que au-delà de la catastrophe écologique, il y a une question politique qui se met en place. Donc on retrouve effectivement la question de Gustave Flaubert, puisque on s'aperçoit en analysant la question du pétrole à Rouen qu'il y a une similitude entre les débuts du pétrole en France, donc la Luciline, et ce qui s'est passé à Rouen il y a peu de temps via Lubrizol. Oui, en effet, cette comparaison que vous faites est fort justifiée. Et de façon plus générale, comme vous savez que je suis professeur de philo que j'ai été, je dirais que cela confirme cette phrase latine du philosophe allemand Schopenhauer, que l'histoire, c'est la même chose mais autrement. Voilà. Et adem sed aliter, voyez. Et vous verrez en effet que, bien que ce soit dans des époques différentes, dans une époque différente, nous retrouvons les mêmes ingrédients, si je puis dire, tant dans la situation que dans le comportement des personnages. Tout à fait. Et donc, l'œuvre de Flaubert, qui est évidemment liée à des circonstances de son époque, ne peut pas être seulement comprise du point de vue qu'on pourrait dire strictement historique, mais disons comme la perception, disons un peu au-dessus du temps vécu, d'une structure, peut-on dire, qui est toujours présente, je ne dis pas omniprésente, mais toujours sans cesse renouvelée, et que le propre d'un écrivain, c'est précisément de sentir cette chose et aussi d'essayer de sortir l'humanité de ces secousses du temps pour arriver à une forme d'art pour l'art que nous examinerons. Et cette idée, disons, de sortir l'humanité de l'océan du temps, si je puis dire, qui est l'œuvre de sympathie, de compassion d'un bon auteur, vous voyez, est illustrée par Flaubert. Et aujourd'hui même, nous pouvons, si je puis dire, transposer ce qu'a dit Flaubert aujourd'hui, de la même façon qu'une mélodie musicale, même transposée, disons, maintient son identité, voyez-vous. C'est la force, c'est pour ça que cette force artistique de Flaubert nous permet de comprendre peut-être mieux que des récits historiques trop circonstanciés, voyez-vous, la signification des événements que nous voyons. Alors, donc, je rebondis sur ce que vous venez de dire, en parlant effectivement de cette période où Flaubert rentre en conflit avec la municipalité de Rouen par rapport à la mort de Louis Bouilhet. Alors, il est fondamentalement désagréable à travers une lettre au conseil municipal de la ville de Rouen. Et là, on peut s'interroger à cette question, mais quelle était cette municipalité de Rouen à l'époque de Flaubert? Et on s'aperçoit que au XIXe siècle, toutes les villes françaises, entre guillemets républicaines, puisqu'on est quand même à l'époque de la République des Frères, on peut le dire, sur cette fonction du maire à l'époque de Flaubert, qui était une fonction maçonnique. On ne pouvait pas être maire de Rouen à cette époque sans être franc-maçon. Et quand Flaubert rentre en conflit avec la ville de Rouen quant à la posture de Louis Bouilhet sur la ville de Rouen, il se retrouve à une opposition. Donc il rentre à ce moment-là en conflit avec la franc-maçonnerie rouennaise et française. Alors, il va aller jusqu'en 1873 à écrire Le Candidat, où il va se moquer d'Étienne Détien. Il va s'en moquer en le présentant sous l'acacia, d'ailleurs, dans sa pièce de théâtre. Et à cette époque-là, en plus, s'implanter la Luciline à Rouen.
Donc on est Oui. en plein dans ce parallèle entre franc-maçonnerie et industrie. Oui, alors je signale, pour nos auditeurs, que cette pièce de théâtre, Le Candidat, c'est une pièce de théâtre, donc Oui. met en cause justement ce qu'on pourrait appeler les compromissions d'une personne ambitieuse, vous voyez, qui est obligée finalement de nourrir son ambition en se soumettant. Voilà. Alors moi j'aurais une question à vous poser par rapport à la Luciline. Alors qui était à cette époque, il y avait Alfred Guérard effectivement qui était le responsable de la Luciline à Rouen, de la Luciline à Rouen, mais derrière lui, qui était au bout du compte, en fait, les véritables patrons de cette industrie? Oui, eh bien évidemment, la question a été discutée. Bien sûr, à lire des documents, des archives, on devrait arriver à une conclusion, disons, irréfutable. On a parlé de Luciline comme étant, par exemple, le nom de la petite fille de ce fameux Deutsch qui a donné le nom à la cité universitaire, Deutsch de la Meurthe. Oui. Mais il s'agit en réalité peut-on dire, je ne sais pas si le terme est encore exact en France, enfin d'un Israélite par exemple, qui était de l'Est, vous savez. Un juif alsacien. Alors comment pouvez-vous expliquer en fait cette opposition entre Rockefeller, qui a priori avait un brevet du pétrole lampant, et la famille Deutsch? Alors ici il y avait déjà vous aviez, une ambiguïté. En effet, vous aviez un nommé Cohn, vous aviez une famille juive qui était côté du boulevard, du côté du boulevard où était l'Humanité, à Poissonnière, par là, et qui a donc utilisé ses connaissances, enfin ses capacités pour pouvoir fonder une société autour des années 70, avant les années 70, je crois, et ensuite, ceci a été... c'était un pétrole lampant qu'on appelle, et ceci a été repris par Deutsch, et qui était véritablement un homme d'entreprise, bien sûr, un homme capable dans sa propriété. Et évidemment, Deutsch est un peu à l'origine du pétrole en Europe. Quant à Rockefeller, qui est aujourd'hui à très mauvaise réputation, je remarque chaque fois que je vois des articles contre le capitalisme, ils sont de très nombreux. On se demande même pourquoi le capitalisme existe encore, puisqu'on voit tant de gens qui écrivent contre. Mais en réalité, on l'écrit contre la famille Rockefeller, qui est une famille, je le précise, protestante, et qui a été donc en opposition, évidemment, avec d'autres milieux, voyez-vous, milieux qui n'étaient pas nécessairement protestants, et en particulier, c'est la même mésaventure qui est arrivée à Rockefeller et à Ford, et ils ont été obligés, disons, Ford évidemment a succombé, mais Rockefeller, disons, a été un homme, certainement plus précieux et plus intéressant pour l'industrie américaine. Ce qui est intéressant, c'est quand même de savoir que la Luciline est devenue, donc l'entreprise de la famille Deutsch est devenue fondamentalement les pétroles Jupiter. Oui, en effet. Ensuite, à travers un certain nombre de démarches financières, c'est devenu la Shell. Oui. Et c'est aujourd'hui, la Luciline, aujourd'hui, c'est Total. Oui, alors bien sûr, j'ai connu à un moment donné tout ce qu'on disait sur Total. On avait en France même un certain nationalisme autour de Total, qui n'était pas injustifié, inexact, disons, mais il est certain que la Shell a elle-même, disons, rencontré des adversaires sérieux dans le monde financier. Que je ne préciserai pas parce qu'évidemment il est toujours un peu difficile et délicat dans le monde d'aujourd'hui de dire qui tient les rênes du cheval, n'est-ce pas? La personne se demande simplement comment elle pourra sortir du carrosse, c'est tout. Mais pour ce qui touche à Flaubert, parce que nos auditeurs ne peuvent pas remarquer qu'est-ce qui affecte, disons, la réputation de Flaubert dans cette affaire, c'est que comment dirais-je, la propriété, qu'il y a une propriété de Flaubert qui est à côté de cette Luciline. Là, on en arrive évidemment. Alors, vous m'avez vous-même parlé, vous savez, puisque nous parlons franchement ici, que cette Luciline
a été l'objet même de certains jeux de mots, disons, ou d'un trafic, puisqu'on a prétendu que c'était le nom d'une rivière, vous savez, d'un petit ruisseau. En réalité, ce petit ruisseau existe, mais il existe, non pas parce que pour porter un joli nom, mais parce que... je reviendrai sur le lustiline, c'est comme gasoline, etc. Oui. C'est une désinence, si je puis dire, qu'on ajoutait au... C'est une manière de rendre hommage au pétrole Jupiter. Voilà. On peut se poser la question de cet accident d'avion qui est arrivé au PDG de Total, revenant de Moscou, et tout d'un coup se retrouvant avec un camion à travers le champ. Et là, on va se retrouver à cette question de Lubrizol. Alors, on va parler de la ville de Rouen aujourd'hui. Alors, la ville de Rouen aujourd'hui, c'est une ville socialiste. Il faut savoir que le PDG de Total a quand même été désigné par François Hollande. Donc la ville de Rouen, comme à l'époque d'Étienne Niétien, on est totalement sur quelque chose d'identique. Donc la ville d'Étienne Niétien était sous l'acacia, et la ville de Rouen aujourd'hui est encore sous l'acacia. Et donc la ville de Rouen est sous l'emprise du Grand Orient de France. Elle fonctionne comme toutes les villes socialistes d'ailleurs. Bien sûr. D'ailleurs, celui qui va nous éclairer sur le fonctionnement bien huilé de cette franc-maçonnerie de gauche, c'est Gérard d'Allongeville, ancien maire socialiste d'Hénin-Beaumont, qui nous l'a bien expliqué dans son ouvrage Rose Mafia. Évidemment. Oui, oui. Alors, dans ces entreprises de BTP, où s'organisent les deals, vous le racontez très, très clairement, les deals, ça se passe dans des loges maçonniques. Vous évoquez d'ailleurs votre entrée à vous, en franc-maçonnerie, on vous a à peine laissé le choix. Voilà, t'es élu, t'es dans le Pas-de-Calais, t'es maire d'Hénin-Beaumont, qui est la 5e ville du Pas-de-Calais, tu vas rentrer en franc-maçonnerie. Voilà, alors vous dites, chacun a une fonction dans les loges, qui peut en intéresser un autre. L'un est entrepreneur dans le bâtiment, l'autre donneur d'ordre, maître d'ouvrage, un autre est maire, directeur de société d'économie mixte, un autre est architecte, rien n'est laissé au hasard, tous les maillons sont présents pour ne pas rater un marché, une candidature, un appel d'offres. Vous expliquez que c'est là qu'on dit, la crèche que je dois construire l'année prochaine, c'est toi, quelqu'un vous rappelle, j'ai une entreprise d'électricité, etc. C'est pas la franc-maçonnerie que je dénonce, c'est que vous dénoncez, c'est la franc-maçonnerie organisée, vampirisée par le Parti Socialiste dans votre département. Voilà, encore une fois, c'est la version franc-maçonnerie Bassaminier. Alors même si à l'actualité récente nous a amené jusqu'au Carlton de Lille, où on voit une organisation là aussi bien huilée. Mais effectivement, c'est l'occasion lors des agapes d'échanger les cartes de visite. Effectivement, les élus, les entreprises, tout le monde. Il y a des deals qui se font là. Il y a des deals qui se font pendant les réunions en franc-maçonnerie. Voilà. Et en dehors des commissions officielles d'appel d'offres, je l'explique très clairement comment les choses peuvent s'organiser. C'est-à-dire qu'on passe en marge, à la marge, à côté des processus officiels, légaux, obligatoires à côté du cadre légal, tout à fait. On s'organise une fois que le receveur et toutes les représentants de la répression des fraudes ne sont plus présents à la réunion. Effectivement, les choses s'organisent de cette façon. Donc en amont, à travers une entente, ou en aval, effectivement, lorsqu'il s'agit de peaufiner un appel d'offres, on demande au directeur des services techniques, au directeur général. C'est une vraie mafia que vous racontez. On voit bien, à partir de là, qu'il y a fondamentalement cette particularité que Delphine Batho va nous présenter dans un article du Parisien, en disant, en soulevant cette évidence que bien des personnes connaissent, que le Parti socialiste n'a jamais été Parti socialiste, puisque Hollande nous l'a bien dit, je ne suis plus socialiste, alors qu'il est président de la République, élu en tant que tel, que cette démarche socialiste est fondamentalement une petite mafia politique. Une petite mafia politique qui a cette opportunité de créer un réseau d'influence, donc un maillage politique via la franc-maçonnerie et le Grand Orient de France. Alors, à partir de là, la ville de Rouen est encore sous l'influence du Grand Orient de France. Voyons ce qu'est la ville de Rouen aujourd'hui et ce Grand Orient de France que met en exergue François Hollande en disant qu'on ne peut rien faire sans la franc-maçonnerie. Mais si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. Donc, à Rouen, nous ne sommes pas sur une démarche
de la GLNF, nous sommes sous la question d'une fabiusie, donc d'une franc-maçonnerie fondamentalement trotskiste, et qui nous emmène sur le radeau de la Méduse. Donc c'est totalement différent. Trotsky signifiant, bien sûr, je le répète pour les jeunes générations qui n'ont pas été instruites là-dedans, c'est une doctrine de la révolution permanente, vous voyez. Voilà, on est dedans. Oui. Et à Rouen, donc, il faut savoir qu'Yvan Robert est énarque, promotion Voltaire avec François Hollande, hein, et il est donc totalement dans la ligne politique de François Hollande, et quand il dit qu'il ne peut rien faire sans la franc-maçonnerie, il parle non pas de la Grande Loge nationale française, oui, mais il parle du bien sûr du Grand Orient de voilà. France, la GOF. D'ailleurs, si on regarde autour de lui, on s'aperçoit que tous ses conseillers municipaux sont associés à son atelier, hein, et que son successeur, qui tout d'un coup, alors qu'il était fondamentalement président de la région Seine-Normande, désigné par Fabius, se retrouve aujourd'hui fondamentalement le successeur de François Hollande, non pas parce qu'il fait partie du Parti Socialiste, parce qu'il ne fait plus partie du Parti Socialiste maintenant, mais il est toujours, et ça il ne le dit pas, dans la même loge que Yvan Robert. Alors c'est très bien. Nicolas Meyer-Rossignol, hein, bon, ils sont nombreux en fait, on a affaire à un clan, on n'a plus affaire à un parti politique, hein. Les gens n'ont jamais été socialistes, on a affaire à un clan, comme de tous ses amis politiques, hein, du PS, Nicolas Meyer-Rossignol, Guy Pessiot, et l'ensemble des élus socialistes du conseil municipal sont bien évidemment francs-maçons du Grand Orient de France, associés à une loge. Et d'ailleurs, là, on peut aller jusqu'à une démarche chirurgicale, à une loge précise qu'on appelle aujourd'hui l'œil de Moscou, à Rouen, hein, c'est connu. Hein. Et cette loge, c'est la loge Constance, Persévérance, Vérité. Et on a, effectivement, dans cette loge, Yvan Robert, Nicolas Meyer-Rossignol, Guy Pessiot, et bien d'autres, hein, on ne va pas tous les citer parce qu'on y passerait la soirée. Donc cette loge possède des membres sur l'ensemble des points stratégiques de la ville, hein, François Normandie, Radio Bleu, la chaîne Normande, RCF Rouen, etc. Donc ils ont verrouillé la ville. Hein, et ce qui se passe à Rouen, c'est passé à Hénin-Beaumont à une époque, et ça se passe aussi dans toutes les villes, entre guillemets, socialistes en France. Bien sûr, bien sûr. Et c'est cette franc-maçonnerie qui leur permet d'établir un maillage politique. Hein. Et c'est là où on peut s'interroger à la particularité ou à la similitude entre Luciline et Lubrizol. Oui. Et on ne peut pas s'intéresser à l'affaire Lubrizol sans connaître l'histoire du pétrole à Rouen. Et il est important de savoir, et surtout de prendre conscience du choix d'Yvan Robert et de Nicolas Rossignol, ainsi que de l'ensemble du conseil municipal de la ville de Rouen, sur le nom d'un écoquartier qui s'appelle la Luciline. La Luciline en face de Lubrizol, non directement associé à la franc-maçonnerie, parce qu'il faut savoir qu'Alfred Guérard et les frères Deutsch étaient francs-maçons. Bien sûr, ça va de soi. Hein, surtout Alfred Guérard. Donc lui, on ne peut pas lui enlever ça. Et Yvan Robert, pour convaincre ses amis politiques écologistes, parce qu'on a affaire quand même avec des voyous, va faire croire à monsieur Bérégovoy, le fils de Bérégovoy. Non, le neveu. Le neveu de Bérégovoy. Qui est le chef de file écologiste à Rouen, hein, le parti écologiste de Rouen, au bout du compte, là on rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, professeur, c'est qu'il a essayé de lui faire croire que c'était un cours d'eau souterrain pour obtenir la voie. La voie écologiste. Donc, au bout du compte, encore une fois, le parti socialiste rouennais, Yvan Robert, défend un réseau industriel maçonnique de manière aberrante en trompant ses alliés politiques. Ça c'est une ruse qu'Yvan Robert a mis en place pour convaincre monsieur Bérégovoy.
Mais la luciline, comme vous l'avez dit, professeur, a été un cours d'eau souterrain, mais un cours d'eau souterrain associé à cette raffinerie pétrole. Donc, alors, la question que je peux vous poser, c'est quel est est-ce qu'il y a un lien entre Laurent Fabius, les frères Deutsch, Total et le Parti socialiste et la franc-maçonnerie rouennaise? Là, on peut se poser la question, parce que ça commence à être assez étonnant, cette affaire. Oui, c'est-à-dire que ces liens sont recherchés par ces hommes politiques pour pouvoir, disons, agréger autour d'eux des gens qui sont mus par une passion, ce qui est normal pour une action politique. Mais quel est le motif de cette passion? Ce sont des motifs d'intérêt très étroits, des motifs, disons, à court terme, vous voyez. Et c'est pour cela que dans cette affaire, alors, c'est pour revenir dans l'actualité, cette affaire de Lubrizol, par exemple, a certainement souffert de l'impréparation, disons, de corps comme les pompiers, etc., disons, devant un accident ou un accident, disons, conservons la thèse de l'accident, il n'y a pas de raison encore d'en douter jusqu'à présent, tout au moins nous n'en savons rien dans le public. Et cette absence de vision à long terme, voyez-vous, est très caractéristique de ces intérêts qui sont des intérêts, comme je dirais, sans horizon très, très large. Chacun cherche une certaine subsistance dans un milieu qui est si étroit qu'il ne voit que d'autres ambitions que de défendre sa position devant des concurrents possibles. C'est-à-dire que toute l'énergie humaine passe, disons, à se maintenir, et non pas du tout, ce qui est tout à fait, bien sûr, naturel, mais à un certain degré, cela occulte, si je puis dire, toute perspective d'avenir, toute perspective, disons, de préparation, d'organisation. Oui. Et je crois que un des désastres, une des causes de ce désastre, justement, est que précisément, on n'avait pas prévu, disons, une telle ampleur, que, bon, on a parlé du corps des pompiers, bien sûr, qui n'était pas suffisamment équipé. Oui, ça, on va en reparler. Mais disons que justement, c'est un de ces traits que Flaubert, justement, a dans son œuvre posthume, un an après sa mort, qui s'appelle Bouvard et Pécuchet, décrit, voyez-vous. Alors ça, là, nous le reverrons. Je vous réserve la surprise, bien sûr, du sens de la première phrase, de Bouvard et Pécuchet. On peut rebondir sur la question de Bouvard et Pécuchet, parce que il y a à Rouen, donc c'est Nicolas Meyer-Rossignol, donc le bras droit d'Yvan Robert, qui est aujourd'hui le candidat de la loge Constance Persévérance Vérité, on va dire, non pas le candidat du Parti Socialiste, puisque de toute façon il ne l'est plus, a monté, donc à l'époque où il était président de la région, la fondation Gustave Flaubert. Cette fondation Gustave Flaubert était absolument excellente, parce que c'est une fondation maçonnique, fondamentalement, puisque nous avons à l'époque de la création de cette fondation, le président de la fac à l'époque, un turc socialiste franc-maçon du continent de France, dont j'ai oublié le nom. Nous avons aussi le patron de la Bred, donc fondamentalement une banque maçonnique. Et nous avons aussi, on va continuer, la Matmut, la Matmut, donc fondamentalement la Matmut, voilà, nous n'allons pas en remettre recul sur l'affaire, mais bon, on y est. Et aujourd'hui, donc la mission de la Fondation Gustave Flaubert, c'est d'apporter aux petites gens la connaissance. Donc voilà, donc ça c'est une particularité qu'on peut associer à ce monsieur-là qui veut reprendre la ville de Rouen, qui s'appelle Nicolas Meyer-Rossignol, qui fait partie de la loge Constance Persévérance Vérité, donc la loge du maire de Rouen. Donc ils veulent capter le milliard. Donc c'est le milliard de la ville de Rouen, de la métropole, vraiment, c'est beaucoup d'argent en jeu. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui veulent nous apporter la connaissance? Quelle connaissance? Bon, à part l'humour que j'ai mis en place sur la question, mais comment des individus qui mentent à leurs alliés politiques, en leur faisant prendre
des vessies pour des lanternes peuvent-ils faire rayonner la connaissance, y compris à Perpignan, parce que Jean-Robert Agache est venu à Perpignan pour apporter la connaissance. Hein, on est fondamentalement aujourd'hui à Perpignan, et ces gens-là ont le culot de venir un peu partout. Le Grand Orient de France a de l'influence, et vont nous donner des leçons, à nous les petites gens, mais alors qu'ils sont en train de mener aujourd'hui la ville de Rouen au bord du gouffre. Hein. Alors donc, qui peuvent être... comment, professeur, vous pouvez interpréter cette démarche cynique? Eh bien, il y a eu deux... On peut l'interpréter avec des formules, ou plutôt avec des mots, n'est-ce pas? On appelle ça le nihilisme. Cela a été dit par Nietzsche, etc., et développé surtout par les Allemands. C'est-à-dire, cela consiste à parler de la morale pour autrui et non pas pour ses propres intérêts. Voilà. C'est-à-dire, c'est ce que font les grands gouvernements d'ailleurs, mais les gouvernements à ce moment-là, justement, se comportent comme des petites gens, si j'ai pu dire, voyez-vous. Ils manquent d'horizon. Et je dirais que dans votre perspective, là, il faut bien admettre que cette maçonnerie dont vous parlez aujourd'hui n'est pas du tout... disons, celle que Flaubert a connue, oui, ça, c'est certain, qu'il a connue, et je crois qu'il faut, justement, pour nos auditeurs et pour notre assemblée, dire que Flaubert était donc d'une famille maçonnique. Ceci est nié, non pas nié, disons, étu par ceux qui eux-mêmes devraient travailler sur cette question, travailler sur ce sujet. Vous voyez, et vous l'avez vous-même dit, que la grande différence entre la maçonnerie du siècle, du grand siècle, enfin, de la maçonnerie, le grand siècle, je me permets de me tourner vers le drapeau français, qui est évidemment une initiation maçonnique, évidemment. Oui, c'est un dodécaèdre, on va dire. Hein. Qui n'est pas du tout, je me permets de le dire, qui n'est pas du tout, mes amis de l'école des Chartes, j'en ai connu nombreux, puisque j'ai préparé, l'école normale avec mes camarades de l'école des Chartes à Henri IV, m'ont tous assuré que la thèse qui était dans l'enseignement autrefois, qu'il s'agit du drapeau français comme d'une alliance entre les couleurs de la ville de Paris et le drapeau blanc de la monarchie, n'a jamais existé, puisqu'il n'y a jamais eu, sous l'Ancien Régime, de drapeau national. Il n'y avait que des drapeaux des fanions de régiment. Maintenant, c'est vrai, il est vrai que les Stuarts... Jacques II de Stuart, entre autres, était habillé souvent en bleu, en blanc, là, en rose et en or. Justement, cette famille des Stuart, de bleu, comme cela, au nord, des Écossais, vous l'avez d'ailleurs retrouvé dans la photographie que vous avez de Flaubert. Oui, tout à fait, elle est là, que vous avez donc bien exposée. Cette maçonnerie des Stuarts, qui était une maçonnerie catholique, a été justement très différente de celle dont on nous parle aujourd'hui. Et bien sûr, je suis obligé de reprendre quelque chose qui semble être évident, mais qui ne l'est pas. On dit que la maçonnerie, par exemple, est née soit en 1717, soit dans les constitutions du pasteur méridional, comme disait le comte Gobineau, Anderson, qui était le pasteur. Et alors, des aiguilliers, du physicien des aiguilliers. En réalité, non, il faut faire remonter cette maçonnerie. On dit en général, d'après les recherches récentistes, dont je suis évidemment, mais enfin je ne vais pas parler de moi, on fait le remonter vers 1598 et autres, voyez-vous. Il s'agit là disons, d'une concrétion ou d'un agrégat, si je puis dire, de traditions anciennes, très anciennes, disons, de traditions antérieures, par exemple de mystère ou de connaissances. Disons que Flaubert a eu dans sa jeunesse, vous avez montré le portrait où il est en ce qu'on appelle d'enfant, c'est-à-dire dans les bas degrés, qu'on appelle Lao, c'est le bas, et Ton, c'est le ton, et qui aurait donné le nom de Louveteau par une transformation. Hein. Donc là, je rebondis, parce que je vous donne ça on reste toujours dans cette histoire de fondation Gustave Flaubert, et on a, au sein de la fondation Gustave Flaubert, une personne qui n'est pas associée au Grand Orient de France, paradoxalement, mais en même temps qui est conseiller scientifique, un universitaire, qui nie l'appartenance de Flaubert à la franc-maçonnerie en signifiant
qu'il n'y a aucune preuve. Et donc, il n'a pas vu ce tableau de Lawton. Alors, alors moi, je me pose la question, qui sont ces gens qui nous racontent des fables? Parce que, au bout du compte, oui, la franc-maçonnerie tient la ville de Rouen, mais au bout du compte, les conseillers scientifiques qu'ils ont sont un peu des gens, comment on pourrait dire, soumis, au bout du compte. Oui, hein, mais permettez-moi, mon cher, de vous dire que dans l'enseignement, par exemple, d'aujourd'hui, même d'hier, mais surtout d'aujourd'hui, vous n'entendez pas dire que, par exemple, des gens comme Chateaubriand, Lamartine, Victor Hugo, Nerval, etc., ont été des maçons. Voilà, et Baudelaire. Alors pourquoi ne le dit-on pas, alors que l'on célèbre partout cette maçonnerie comme ayant accompagné, disons, cet éclairement des nations? On devrait au contraire, justement, dire, voyez que les grands hommes que nous avons produits, c'est que justement, ces grands hommes qu'ils ont produits font apparaître la maçonnerie d'aujourd'hui comme étant des nains par rapport à des géants. Voilà. Voyez-vous, c'est-à-dire que la question. Est-ce que vous voyez la différence? Alors, par exemple, la grande différence, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, pour dire les choses simplement, quelqu'un, par exemple, gagne un camarade dans l'industrie ou autre, dit voilà, si tu étais maçon, tu pourrais avoir des connaissances, tu pourrais avoir des camarades, etc. Il adhère. Mais à l'époque de ces grands hommes dont nous parlons, la maçonnerie était une affaire, si je puis dire, d'héritage familial. Tout à fait. C'était en fait le nom d'une corporation, si je puis dire, mais à l'époque moderne. Oui. Et alors, par exemple, un homme, vous avez très bien marqué dans votre œuvre, je le dis parce que le public ne le sait pas suffisamment, c'est que vous avez dit dans votre œuvre que la plupart, en effet, de ces grands hommes que nous citons, que ce soit Baudelaire avec son beau-père, le général Hopi, etc., que ce soit d'autres gens, sont en général des enfants ou de chirurgiens militaires, voyez-vous, ou de personnalités militaires. Tout à fait. Et qui ont gagné souvent leur grade ou leur, disons, dans des loges, etc., qui se réunissaient sur les champs de bataille, etc. Alors là, c'est très important. Oui. Alors là, on touche le fond du problème, parce que au bout du compte, ces gens qui sont effectivement associés à cette loge qui s'appelle l'œil de Moscou, donc la loge Constance, Persévérance, Vérité, et qui sont fondamentalement, a priori, humanistes, parce que ils vont nous sauver, ils vont nous apporter la connaissance, non même pas alors qu'ils ont eu le pouvoir, parce que le pouvoir total, c'est-à-dire qu'ils ont eu la région, ils ont eu le conseil général, ils ont eu la mairie de Rouen, les mairies de la vallée du Cailly, et en plus la fédération des mairies. Ils ont eu toute cette possibilité de gérer la catastrophe de Lubrizol. Et pourtant, les pompiers qui sont venus sauver les Rouennais de la catastrophe n'étaient même pas équipés d'un masque. Très rapidement, lors du transit, on se rend compte que ça va être une intervention qui est hors norme, un panache de fumée gigantesque, des flammes de plus de 20 mètres. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit que ça va vraiment pas être une intervention classique. Il fait partie des premiers à pénétrer au plus près du brasier, avec pour seule protection respiratoire, selon lui, un masque en papier. Oui, mais c'est ce qu'on appelle... Contre un péril chimique quand même assez grave, parce qu'on est sur un système Seveso niveau au plus haut. Mais qu'est-ce que ces gens francs-maçons, soi-disant, parce qu'on n'a pas affaire à des francs-maçons, a priori on a affaire à des crétins, ne se sont même pas donné la peine de mettre en place une surveillance de la catastrophe imminente, puisqu'elle est arrivée, de la prise en charge des pompiers, parce qu'ils étaient quand même 200 à vouloir éteindre l'incendie, mais sans équipement, sur un concept Seveso. Mais qui sont ces gens? Parce que, mon cher Olivier, c'est que la grande différence, c'est entre l'ancienne maçonnerie, si je puis dire, était une maçonnerie d'éducation, voyez-vous, tandis que là, c'est une maçonnerie de recrutement. C'est très différent. C'est-à-dire que pour les uns, au temps de Flaubert, vous aviez des maçons, bien sûr vous avez des gens opportunistes comme vous avez des gens opportunistes dans les églises, partout, cela dépend, disons, du niveau de la personnalité. Mais aujourd'hui, on est maçon par un intérêt à court terme. C'est ce qu'on appelle en anglais short-minded, un intérêt financier. Oui, mais enfin, disons qu'il y a eu, si par exemple, des gens comme Rockefeller, des gens comme ont aussi des intérêts financiers, mais ils voient à long terme. Tandis que les intérêts financiers à court terme
font que, justement, aucune décision ne peut être prise. Donc, en fait, moi, ce que je comprends, c'est que quand Nicolas Meyer-Rossignol, qui aujourd'hui se présente à la mairie de Rouen comme étant plus socialiste et je ne sais trop quoi, enfin bon, alors qu'il était président de la région Haute-Normandie, n'a pas pris mais ça l'empêche, il a pris aucune mesure pour protéger la population par rapport aux soldats du feu, mais au bout du compte, aujourd'hui, il nous présente des solutions, il faut faire ci, il faut faire comme ça, machin truc. Écoutez, c'est quand même, on a quand même affaire à des gens dangereux. Oui, bien sûr, mais Ce sont des gens qui sont intéressés par le prestige, c'est tout. Oui, bien sûr. Je vous signale qu'on peut trouver cela de façon épisodique dans notre histoire nationale. Oui, donc en fait, Nicolas Meyer-Rossignol, Yvon Robert et tous ces gens-là ont un mépris total du peuple. Hein. Ce sont des gens qui n'aiment pas leurs concitoyens. C'est non, pas possible autrement. Je vous dirais même que plus encore qu'une question d'amour ou de bienveillance ou de compassion avec le peuple, il y a une ignorance même de la notion de peuple. Vous voyez, je me rappelle très bien de voir Mélenchon, par exemple, disant « Oui, nous avons le peuple, les Allemands, ils ont leur folk. » Bon, leur folk donne l'air de dire « Oui, ouais, avec eux, c'est bon, bien sûr, c'est des gens un peu bizarres, voyez-vous. Bon, un peu trop paysans, voyez. Ouais. » Bon, et tandis que non, je crois qu'il y a aussi un tempérament, permettez-moi de vous le dire, qui ne relève pas de l'idéologie, et qui est malheureusement un tempérament un peu léger. À partir de là, on peut comprendre à partir de là que Yvon Robert, qui est ni Voltaire ni Goethe, mais en tout cas quelqu'un d'assez médiocre, d'avoir nommé l'écoquartier juste en face, l'écoquartier Gustave Flaubert, mais juste en face de Lubrizol, d'avoir confondu la Luciline avec Lubrizol. Donc ce sont des gens d'une médiocrité sans nom, qui de toute façon mettent en danger la population parce qu'ils ne prennent pas soin des soldats du feu, donc de ceux qui peuvent éventuellement sauver les citoyens d'une catastrophe d'ailleurs qui a eu lieu. D'ailleurs les pompiers eux-mêmes se sont retrouvés bien malades et certains sont aujourd'hui hospitalisés. En marchant dans ce mélange d'eau et d'hydrocarbures, dans une odeur pestilentielle, les premières questions commencent à émerger. Quand on voit l'ampleur du sinistre, une fois que le feu est éteint, on se rend compte que c'est des milliers de fûts qui sont éventrés, une boue au sol qui fait 5 à 10 cm de toutes les couleurs, une zone qui est chaotique. C'est chaotique et on se rend compte de l'ampleur de la catastrophe. Et là, forcément, on commence à se poser des questions en disant qu'est-ce qu'il y a dans les fûts? Est-ce qu'il y a un risque pour moi? J'ai rien à y faire. Alors il a fallu qu'on soit bien plus loin, laisser les moyens hydrauliques s'il faut et éventuellement que le minimum de personnel s'engage quand il faut déplacer les lances pour éteindre les foyers résiduels, mais pas être à proximité comme ça, pas être aussi près, avec un pauvre masque en papier. Pendant quelques heures, il souffrira de maux de tête. Selon lui, plusieurs de ses collègues seront pris de nausées et de vomissements. Et ces gens-là vont confondre Gustave Flaubert avec Alfred Guérard, alors qu'Alfred Guérard était proche, effectivement, de la famille. La Cohen, oui. Les Cohen, mais surtout de la famille de Rothschild, parce que les Rothschild se sont totalement associés au rachat de cette entreprise pétrolière européenne, Total, on va dire. Hein. Alors, en même temps, ils ont mis... Alors là où ça devient absurde, c'est qu'ils mettent en place un écoquartier à côté de Lubrizol. Donc, on sait maintenant que c'est un endroit dangereux, puisque la ville de Rouen, aujourd'hui, est remplie de personnes en difficulté au niveau de la santé. Ils ont mis ce quartier à côté. Voilà. Et ils mettent à côté le quartier Gustave Flaubert, alors que Gustave Flaubert condamne Alfred Guérard et désigne la famille de Rothschild comme ayant fait couler plus de larmes que Waterloo et Sedan. Genre, mais on a vraiment affaire... C'était l'opinion de Victor Hugo, etc. Dans Victor Hugo, c'est dans les contemplations. Tout à fait. Quand vous connaissez ce terme, cette poésie de Victor Hugo, quand il dit passant, chapeau bas, etc. Donc là, franchement... Pour lui, Ligny fut une victoire, etc. etc. On va... C'est pas enseigné en classe, évidemment. On peut se poser la question de savoir si la franc-maçonnerie
existe encore, puisque ces gens-là, dans l'idéal qu'ils défendent, n'ont rien à voir avec la franc-maçonnerie selon les principes qu'ils présentent. Donc ces gens-là autorisent la pollution, censurent la connaissance, et en travers de différents tours de magie, parce qu'on a affaire quand même à des charlatans, font croire jusqu'à Perpignan qu'ils sont capables de transmettre la connaissance au monde entier. On a vraiment affaire à une équipe de bandits. Oui, bien sûr. Oui. Alors, qu'on appelait autrefois des imposteurs. Des imposteurs, au-delà, ça va au-delà de la franc-maçonnerie. On a affaire à un clan, on a affaire à une mafia. On pourrait se demander si ces gens-là ne sont pas, au bout du compte, des Italiens, proches de Lucky Luciano. Ce sont des mafieux qui se moquent du peuple. En même temps, quand on voit Nicolas Meyer-Rossignol qui d'un coup, par un tour de magie, n'est plus socialiste alors qu'il est soutenu par Laurent Fabius depuis toujours, et qui au bout du compte fait partie de la même loge maçonnique qu'Yvan Robert et toute la... Oui, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là ? Vous donnez une formule très connue de ce prêtre qui a été le ministre Talleyrand. Lorsqu'il a célébré la messe à la Fédération, vous savez que le 14 juillet est la célébration de la fête de la Fédération de Paris, de la Fédération des Nations françaises à Paris, l'anniversaire du 14 juillet. Il a dit d'abord à Lafayette, retenez-moi de rire, n'est-ce pas, quand il a célébré sa messe. Et puis il a sorti cette formule qui devrait être même aux Nations Unies, voyez-vous, il faut agiter le peuple avant de s'en servir. Tout à fait. Bon, c'est là la formule. Et alors, justement, c'est-à-dire qu'ils ne sont des gens qui ne peuvent commander, non pas par leur propre autorité, c'est-à-dire par leur génie, mais qui veulent être au pouvoir, disons, en utilisant la réaction contre un désordre. C'est-à-dire, ils sont contre la réaction, ils sont contre, disons, le conservatisme, mais en réalité, quand vous demandez leur programme nouveau, il n'y en a pas. Ils sont simplement nouveaux, c'est-à-dire que par le rejet qu'ils ont des choses. Oui, alors ça c'est très intéressant. Ils ne sont pas constructeurs. Ils ne sont pas constructeurs. Dans d'autres pays où je vais, par exemple, j'ai en Iran, j'ai souvent connu cela. Je connaissais l'Iran sous le Shah, mais enfin ça c'était en France, mais j'ai connu aussi après la Révolution. Bon, bien sûr, je ne veux pas insister sur la notion de la Révolution iranienne, mais disons qu'il y a là-bas dans ces pays une sorte de l'évocation, par exemple, des ancêtres, l'évocation des poèmes héroïques ou épiques, voyez, comme le Shahnameh, le Livre des Rois, etc., est encore présent dans les classes, voyez-vous, et il est chanté même par des gens, par des chanteurs publics, voyez-vous. C'est-à-dire que aujourd'hui, comme dans la littérature qu'on appelle postmoderne, on ne peut s'imposer qu'à la condition de décrier autrui, ou d'obscurcir autrui. Là, vous me tendez la perche. Et la lumière vient non pas du tout de ce que l'on propose, mais de ce qu'on essaie, de ce qu'on critique, de gens que la personne à qui vous adressez ne connaîtront jamais. Voilà. Ces gens-là ne connaîtront jamais. Alors, j'ai une de mes amies, d'origine un peu... On m'a dit, je crois pas, peut-être croate, c'est très anciennement, mais j'ai donc une consoeur croate, pas de loge, mais une consoeur croate, qui me dit, dans une ville que je ne nommerai pas, elle me dit, il y a le professeur, n'est-ce pas, qui croit que Boston est sur le Pacifique, voyez-vous. Bon, alors évidemment, pourquoi croit-il que Boston est sur le Pacifique? Parce qu'en réalité, il n'a pas fait ses études pour pouvoir apprendre quelque chose, mais il a fait des études pour pouvoir acquérir quelque chose, c'est-à-dire acquérir une position, voyez-vous, en marchant non pas sur autrui seulement, mais sur ses propres intérêts. C'est-à-dire que sur une destruction de sa propre personnalité. Tout à fait. Et là, on est fondamentalement... Et c'est la raison... alors, autrefois, la maçonnerie a été, comme on veut ou non, aristocratique. Vous avez vous-même dit que, par exemple, Louis XV a utilisé la maçonnerie, voyez-vous. Bon, contre la maçonnerie anglaise, il a voulu faire une maçonnerie à la française, voyez-vous. On sait très bien que, non pas Marie-Antoinette n'a jamais été certainement que Louis XVI l'était, enfin je prends la responsabilité de le dire, mais je me rappelle très bien qu'ils ont été eux-mêmes déçus par la médiocrité quand même de gens qu'ils avaient acceptés au départ. Et je me rappelle d'une lettre française de Marie-Antoinette
que sa mère appelait princesse allemande, ne rougissait pas d'être une princesse allemande jusque dans les gaucheries, c'était la formule de Maria Teresa, et elle a dit ceci, c'est que méfiez-vous là-bas de toute association de francs-maçons, écrit-elle à son frère Léopold II. C'est par ce biais, en français, que tous les monstres d'ici comptent arriver partout au même but. Oui, Ô Dieu, préserve ma patrie et vous-même de tels malheurs. Alors, Est-ce que vous pensez que dans les instituts aujourd'hui, dans les classes de Cagnes que j'ai connues, on donne ce texte-là? Eh bien non. Bah pourquoi? Un texte français d'ailleurs, voyez-vous. Non, on dit oui, elle était... Oui, je vais vous permettre... Est-ce que vous me permettez une anecdote sur le 14 juillet? Allez-y, parce que là, vous m'avez tendu la perche. Alors, le 14 juillet, j'avais un ami qui est mort, et l'avantage d'avoir un ami mort, c'est qu'on peut le citer, disons, sans avoir de problème, sans lui causer de problème. C'est le grand avantage de la mort, voyez-vous. C'est pour ça que... Et il m'avait dit, au moment du bicentenaire de la Révolution, qu'il avait trouvé un livre de raison. On appelle livre de raison, puisque le mot ratio signifie le calcul, dans l'ancien français, les livres de compte d'un commerçant, c'est-à-dire d'un artisan du faubourg Saint-Antoine. Sur ce livre de compte du 14 juillet est marqué ceci. « Et reçu l'argent pour la démolition de la Bastille, attend encore les ouvriers. » Alors aussitôt, il m'a dit, il suffit que je cite ce livre-là, ce texte-là, pour faire tomber toutes les cérémonies de commémoration. Bon, ce camarade était directeur, je peux le dire, d'un grand musée de Paris, bon, Jean. Et je me rappelle, ces gens-là, voyez-vous, monsieur, étaient, cher Olivier, chers amis, et faisaient partie, dans mon lycée, de personnalités, de professeurs qui étaient de l'extrême gauche, enfin, sympathisants communistes, etc. Le communisme représentait quand même une certaine structure, voyez-vous, de pensée, d'équilibre, tout ça, il faut le dire, hein. Surtout aujourd'hui où il n'y a rien. Et au bout d'1 mois qu'ils avaient commencé la préparation de l'école des chartes, ils venaient nous voir dans l'autre cours, où nous étions nous les cagneux, les préparations, et ils disent « Tout ce que vous apprenez est faux ». Oui, alors là, vous voyez, tout ce que vous apprenez est faux. Non, mais là, vous m'emmenez, professeur, sur cette évidence de la question de l'école normale et sur la franc-maçonnerie liquidatrice de l'instruction publique. Oui, mais qu'elle prétend créer. Une forme de normalisation que Jules Ferry va mettre en place avec les éditions Hachette, puisque les éditions Hachette avaient le monopole de l'instruction publique contre les livres scolaires. Donc il y avait déjà, à l'époque de Jules Ferry, un engagement de cette destruction, parce que c'est ce que vous venez de dire, hein, oui, bien sûr. Tout est engagé sur la destruction. Et au bout du compte, aujourd'hui, il faut savoir que ce n'est plus effectivement Hachette qui a le monopole, mais un consortium de maisons d'édition associé à une loge rue Cadet qui s'appelle la loge Montmorency-Luxembourg. Donc là, on a à la loge Montmorency-Luxembourg toutes les maisons d'édition qui se partagent au bout du compte le gâteau de l'éducation nationale et qui ont mis en place, via effectivement Madame Belkacem et le gouvernement Hollande, la diffusion de la théorie du genre. Alors socialiste, eh bien je suis féministe. Et je le dis ici tranquillement, parce que je pense que nous devons assumer les différences entre les femmes et les hommes. Elles ne sont pas seulement innées. Oui, les différences entre les femmes et les hommes, elles sont construites. Oui, le genre, ça existe. Et oui, nous allons l'enseigner dans les écoles. Et c'est tant mieux, parce que ça veut dire plus d'égalité. Donc, au bout du compte, ces gens utilisent en fait le réseau maçonnique pour faire croire aux enfants. Donc, on est sur une action criminelle de la part de contre-enfants, de faire croire aux enfants que la sexualité est facile, que les garçons peuvent être des femmes, les petites filles des hommes. Enfin, ils sont en train d'assassiner l'enfance. On est fondamentalement avec ces gens-là. D'ailleurs, l'une des campagnes de Nicolas Meyer-Rossignol à la région, alors qu'il était président de la région, donc c'était que tout le monde devait être à poil. Voilà. Donc ces gens-là sont en train via ce réseau, donc qui est un réseau puissant, puisqu'on ne peut pas éditer. Oui, sans passer par le. Sans passer par là. Alors, il est évident que des individus qui mettent en danger la vie de leurs concitoyens, qui sont inaptes, on l'a vu avec le drame de
Lubrizol, inaptes à quoi que ce soit, et qui sont incapables de transmettre la connaissance, parce que c'est pas en disant aux enfants, aux petits garçons que ce sont des hommes ou des filles, enfin, je ne sais pas, enfin, on est dans une confusion totale, on est dans la théorie du genre. Est-ce qu'il n'y a pas derrière tout cela, chez ces faussaires, hein, est-ce qu'on a, au bout du compte, affaire à des gens mercantiles qui veulent faire de l'argent au détriment de la nation, des enfants de la nation? Je vous dirais que ceux qui se servent de la franc-maçonnerie ou du prestige de la franc-maçonnerie, qui a été important dans le clergé même. N'oubliez pas que, pour ceux, les catholiques, par exemple, qui nous écoutent, les chrétiens, enfin, ou des personnes qui veulent, disons, sortir du marais, n'est pas pour, disons, marcher sur la rive, hein, quelle qu'elle soit, on ne peut pas, disons, nier que beaucoup de prêtres, par exemple, qui ont parlé contre la maçonnerie, comme l'abbé Baruel, par exemple, qui était à l'origine un jésuite, mais qui avait donc été obligé de passer à l'état d'abbé, a lui-même a parlé de la maçonnerie parce qu'il est entré dans la maçonnerie. Une grande partie du clergé régulier, je parle du clergé régulier, c'est-à-dire ceux qui sont dans les ordres, pas le clergé séculier, du clergé régulier, entré dans la maçonnerie. Alors, c'est pour ça que quand on dit aujourd'hui la maçonnerie est une entreprise antichrétienne, en fait, les maçons d'aujourd'hui se calomnient eux-mêmes. Oui, parce que la plus grande partie des gens qui entraient dans la maçonnerie étaient... Alors je vous donne même cet exemple, c'est que Clément XII, par exemple, dans la bulle latine In Eminenti, attaque la maçonnerie. Son secrétaire est un partisan des Stuarts écossais, ce que je veux dire, le secrétaire de Clément XII, hein, et dit « Et jamais je me serais douté que l'organisation dans laquelle j'appartenais avait de tels desseins. » Pourquoi? Parce qu'il y avait eu un entrisme dans cette organisation. Et ce qu'on appelle dans le trotskisme ordinaire, trotskisme populaire, si je puis dire, l'entrisme, c'est exactement ce qui s'est passé dans la maçonnerie. Voilà. Vous avez un entrisme avec vous m'avez parlé vous-même avec Bakounine, par exemple, et autres, avec Jules Vallès, ainsi. Et nous avons eu, par exemple, les phénomènes comme la Commune de Paris, etc. En réalité, disons, sont des gens qui... vous savez, on peut employer toutes les métaphores, des gens qui ressemblent à des agneaux, mais qui sont des loups. Et vous savez, quand vous prenez par exemple la Commune de Paris, alors il y a des maçons qui l'ont soutenu, la plus grande partie des maçons ne les a pas soutenus. Mais n'oubliez pas, par exemple, loge écossaise 133. Aujourd'hui, le nombre de morts qu'on attribue aux Versaillais contre les communards a été baissé de 40%. Bien, c'est quand même beaucoup. Et on oublie, on n'enseigne jamais à personne que ces fameux communards fusillaient les dominicains, par exemple, d'Auteuil. Qu'ils ont fusillé 2 ou 3 jésuites. Est-ce que vous pensez que 2 ou 3 jésuites, ou 2 ou 3, 4 ou 5 dominicains sont des ennemis du peuple? Alors là, je me permets de poser la question. Alors là, moi je... Est-ce que vous voyez? Oui, moi ce que je vois, c'est que vous nous amenez, au bout du compte, dans cette histoire... au dernier ouvrage de Gustave Flaubert, Bouvard et Pécuchet. Alors on a effectivement les deux copistes, Bouvard et Pécuchet, ne sont absolument pas des ratés, hein, contrairement à ce que veut nous faire croire un universitaire rouennais. Bien sûr, mais ça... Il le cite, d'ailleurs, on peut l'écouter. Ils ont tous quelque chose qui ne va pas, quoi. Ils sont tous un peu ratés. Charles Bovary, c'est un médecin raté. Frédéric Moreau, c'est un amoureux et un artiste raté, etc. Moi, je me vois bien en Bouvard et Pécuchet, qui sont aussi des ratés, bien sûr, mais des gens qui passent leur vie à essayer d'apprendre. Alors, cet universitaire se compare à Bouvard et Pécuchet en disant que, effectivement, Bouvard et Pécuchet sont des ratés et que lui est un raté aussi. Mais ça, c'est son problème, on s'en fiche, qu'il soit raté ou non. Mais par contre, sur le fond, Bouvard et Pécuchet ne sont pas des ratés, ce sont d'excellents copistes, ce sont des gens qui ont la maîtrise de leur métier. Alors, c'est là où je veux en venir sur la question, comment on peut interpréter cette histoire, cette première phrase de Bouvard et Pécuchet, comme il faisait une chaleur de 33 degrés, le boulevard Bourdon était absolument désert. Alors, c'est quoi ce Bourdon? Cette chaleur de 33 degrés, évidemment, cette chaleur de 33 degrés, tout le monde, n'est-ce pas, comprend très bien ce que signifie le 33, hein, le 33. Ce boulevard Bourdon devient désert sous les 33 degrés.
Oui, c'est écrit. Oui. Bon, mais ce boulevard Bourdon, bien sûr qu'il peut évoquer le bourdon, etc. Aujourd'hui, vous savez, je crois que il existe une révolution du bourdon, je crois, en Uruguay et tout ça. Bon, parce que les gens riches appellent les pauvres les bourdons répondent aux riches que, en fait, c'est pour eux qu'ils travaillent, etc. Finalement, c'est un combat. Je ne veux pas dire le terme pour ne pas être raciste. C'est un combat dans un tunnel, voyez, où personne ne se reconnaît. Bon. En fait, ce boulevard Bourdon porte évidemment le nom d'un colonel qui était maçon, qui est mort au 11e régiment, je crois, de cavalerie à Austerlitz. Voilà. Il avait été blessé 2 fois, été blessé à Olmütz, vous voyez. Je sais que je ne veux pas du tout critiquer, je sais que en philosophie, nous avons beaucoup de lecteurs allemands, évidemment. Alors on parle beaucoup de l'occupation allemande, mais il faut quand même parler des nombreuses occupations en plusieurs siècles de l'Allemagne par la France. Olmütz, où il a pris sa blessure, n'est quand même pas à côté de Montélimar, vous voyez. Enfin, ça c'est classique, même si vous n'êtes pas dans une loge maçonnique, vous pouvez le comprendre. Mais l'intérêt de cette phrase de Flaubert a été de dire que, justement, le désert, il y a un désert de connaissances, un désert de l'esprit, si j'ai pu dire, et pour pouvoir bien dire que c'est un désert de l'esprit, au lieu de dire que la rue est vide, il met en scène 2 personnages instruits, Bouvard et Pécuchet, instruits, sérieux, qui, à chaque question, sur chaque question, répondent par, disons, des mots qui, automatiques qui prétendent dire tout. Par exemple, je ne sais pas, qu'est-ce qu'une musulmane? C'est une personne qui obéit aveuglément à son mari, voyez-vous. Qu'est-ce que... Les idées reçues, on est dans les idées reçues. Qu'est-ce qu'un professeur? C'est quelqu'un qui, etc. Bon, qu'est-ce que tel peuple? Enfin, c'est un peuple qui a beaucoup souffert, vous voyez. Enfin, bon, comme s'il y avait... Disons, ce sont ce qu'on appelle, on le dit en français très bien, enfin en anglais on le dit short-minded, c'est-à-dire des gens qui ont l'esprit court, voyez-vous, des pensées courtes, des pensées, disons, qui ne peuvent pas mûrir. Et ces personnes-là deviennent des automates. C'est ça. Voyez-vous. Donc on se retrouve avec le perroquet. Avec le perroquet. Parce qu'il faut savoir que Gustave Flaubert, lorsqu'il écrit Bouvard et Pécuchet, a à côté de lui un perroquet empaillé et le loup. Le loup, d'ailleurs qu'on retrouve aussi dans Un cœur simple. Et donc ce perroquet, au bout du compte, c'est un peu, en quelque sorte, alors là c'est ce que je me pose comme question, d'ailleurs je vous la pose, professeur. Donc les 2 copistes peuvent être assimilés au perroquet de Gustave Flaubert. Alors sommes-nous en réalité confrontés à une caricature de la crétinisation maçonnique avec cette phrase de 33 degrés? Est-ce que, avec cette histoire de théorie du genre, avec cette histoire d'aberrations sexuelles qui sont en train de mettre dans la tête des enfants français, avons-nous affaire à l'extrême de la crétinisation maçonnique? Maçonnique, on ne peut pas dire que ce soit maçonnique, parce que franchement, on ne sait pas ce que c'est d'ailleurs, parce que c'est tellement ridicule. Vous donnez l'exemple de la théorie du genre. Permettez-moi, je ne parle pas de moi, bien sûr, enfin, je peux dire que j'ai travaillé pour ma thèse que j'avais déposée, je ne sais pas soutenue, enfin que j'ai déposée. Je me suis intéressé beaucoup à la littérature autrichienne, disons là-dessus, sur les sexual-éthique, l'éthique sexuelle, qui était un thème très important en Allemagne et en Europe centrale, mais surtout en Allemagne, c'est très, très bien développé. En France, ça a moins pris parce que les gens tournent un peu les choses à la bagatelle, voyez. N'oubliez pas cette formule de Voltaire au maréchal-duc de Richelieu, peuple toujours léger, quelquefois cruel. C'est nous, c'est de Voltaire, c'est en 4 mots. Je pourrais vous dire les choses en 3 mots, mais enfin, là, je tomberais sous le coup d'une répression. Voilà. Mais disons que, voyez-vous, est-ce qu'il y a une éducation sexuelle? Non. C'est là qu'on voit l'imposture. On prétend parler de lumière et on reste dans l'obscurité. C'est-à-dire on tâtonne. C'est très bien de dire aux enfants, par exemple, de développer, disons, une connaissance sur la sexualité. Mais à condition d'abord que ceci soit en rapport avec leur âge. Voyez-vous, et non pas comme une jeune fille que je connais qui a 10 ans, qui en pleure en me disant une fille veut prendre mon fiancé. J'ai dit mais tu t'es fiancé depuis quand? Il dit ma maîtresse m'a choisi un fiancé, vous voyez. Bon, et alors j'ai dit bon, bien sûr j'ai grondé, et la mère m'a dit si tu la grondes trop, elle ira se plaindre au psychologue, vous voyez. Ah ben j'ai dit tiens, je ne savais pas que les Russes étaient déjà là. C'est-à-dire que je me suis dit, c'est du soviétisme, si vous voulez. C'est-à-dire que le commissaire politique, c'est le psychologue. Tout à fait. C'est-à-dire, on arrive tout à fait à cette chose-là,
Et je crois qu'on donne une maturité trop grande pour pouvoir justement détruire toute réflexion et toute action rationnelle sur la sexualité. Alors, est-ce que vous voyez? Oui, je vois bien. Alors, et c'est ça, c'est très bien, c'est une précocité qui débouche en fait sur une infécondité, voyez-vous, et qui elle-même évidemment entraînera évidemment disons une certaine diminution des capacités mentale et physique de la population. C'est ça. Alors là, vous me tendez la perche, encore une fois. Alors, peut-on envisager que le bourdon... peut-on envisager que le bourdon, dans Bouvard et Pécuchet, en tant qu'insecte pollinisateur de plantes rares, ne soit en fait qu'une manière, à travers cette phrase, d'uniformisation sociale de la c'est-à-dire, en réalité, disons, de dire que nos fausses lumières vont vers une infécondité. C'est vrai. Et alors, à ce moment-là, il y aurait un double sens, évidemment, sur Bourdon. Vous auriez Bourdon qui a vraiment existé, et vous avez ensuite le deuxième sens, évidemment, qui est autour du Bourdon. Ce double sens est finalement, disons, un jeu de l'imagination. Je dis bien de l'imagination, c'est pas un jeu de mots, un jeu de l'imagination qui est propre, disons, à l'écrivain, à l'écrivain philosophe. La philosophie, ça consiste à passer de la sensation à l'esprit à travers le moyen terme qui est l'imagination. Or, aujourd'hui, par ces éducations précoces, on diminue, et surtout par le danger. Vous voyez, ne dites pas dangerosité, mon Dieu, dérétite toujours le danger. Le danger de l'image, l'image tue la capacité de l'imagination. Extraordinaire. Est-ce que vous voyez? Donc, et ici, les lumières, si vous voyez, j'ai comme devant moi une lumière aveuglante, elle diminue la puissance de mes yeux, si elle est aveuglante. Et en réalité, voyez-vous, vous avez une fameuse formule du Moyen-Âge, disons, expliquer l'obscur par le plus obscur. Donc là, c'est cela qu'on appelle les fausses lumières. C'est ça. Et donc, a priori, dans cette uniformisation que vous définissez, professeur, on ne peut être que confronté tôt ou tard à une situation économique catastrophique. Bien sûr. Qui est déjà là, d'ailleurs. Qui est déjà là. Nous avons les gilets jaunes, nous avons éventuellement, et là, on peut peut-être s'interroger à quelque chose d'un peu plus grave que la question des gilets jaunes, parce que cette histoire d'incendie du Brisol, je pense que quelques temps après, on a eu aussi un autre incendie, une autre catastrophe dans une autre usine chimique, et depuis, je me souviens, les premières démarches de manifestation de gilets jaunes, on s'est retrouvé qu'un immeuble qui a brûlé. Ensuite, on s'est retrouvé avec différentes églises, donc Notre-Dame de Paris, entre autres, qui a brûlé. Alors, est-ce que cette politique de faux maçons, d'escrocs mercantiles, donc de truands, on va dire, à travers la confusion sociale actuelle, donc générée par ces gens qui se revendiquent ou qui se cachent derrière la franc-maçonnerie, comme ce qui s'est passé à un moment, pourrait-on imaginer qu'il y ait une révolte sourde, l'hypothèse d'une démarche terroriste franco-française, c'est-à-dire d'une sorte de réaction française à une désagrégation, utilisant des moyens violents, c'est fort possible, et responsables de ces incendies. Est-ce qu'on va aujourd'hui, à cause de ces gens dangereux, tout droit vers un cataclysme qui pourrait ressembler à une guerre civile? Oui, en effet, c'est ce qui a été dit, c'est ce qui a été pressenti même par un homme célèbre qu'on appelle un prophète, mais enfin, je ne le dis pas, mais enfin, vous voyez qui c'est. C'est Jacques Attali. Il a dit qu'il fallait penser, qu'il fallait songer à un bouleversement à l'intérieur des institutions. Voilà. Et il a même dit, je cite Attali, donc... En même temps, Attali n'est pas forcément quelqu'un de sympathique. Non, mais un homme qui est quand même plus intelligent qu'on ne le croit. Oui. Vous voyez, ce qui est fort possible. Oui, c'est fort possible. Et disons que dans l'état où nous sommes, même quelqu'un d'antipathique, disons, peut nous aider, n'est-ce pas, puisque les gens si sympathiques que l'on voit sont tellement incapables, comprenez. Mais il a dit ceci que, bien sûr, il a des informations, et je crois que ce que vous décrivez peut ressembler à une partie de billard, c'est-à-dire vous poussez une boule en pousse une autre, et ensuite vous arrivez, voilà, il y a une boule en tout cas qui tombe. Et je crois du reste que vous savez la formule d'Auguste Comte, qui était un homme, il faut le dire bien superficiel, qui a fait la plus mauvaise classification de
des sciences qu'on n'ait jamais vues, disait un de mes amis, un de mes professeurs de la Sorbonne, autrefois, René Poirier. Il a dit « savoir pour pouvoir, prévoir pour pouvoir ». Or, ce qu'on veut, ce qu'on cherche, c'est le pouvoir. Voilà, donc ce sont des gens qui cherchent Voyez-vous, le pouvoir. Voilà. Et non pas, vous parliez de l'art pour l'art tout à l'heure, et non pas l'illumination. Je me permets, comme dernier mot, ce sont des gens qui sont sur le prestige. C'est un peu comme dans mon devoir de faire dans les cours, de mettre en garde, et surtout les chrétiens ou les musulmans, dont je suis, bien sûr, mais enfin, ça c'est autre chose, de dire ceci, à l'Ishraq, tout ça. Le mot d'illumination ou de lumière était un mot qui était employé dans le christianisme lui-même. C'est-à-dire qu'il y a la lumière, je suis la lumière du monde, etc. Et l'illumination est l'état de l'esprit qui a atteint un certain sommet. Vous allez me dire, évidemment, on parle de Saint Paul, je pense que c'est une chose un peu romancée, mais enfin qui a un sens. Il y a des romans qui sont plus vrais que des récits des anges de presse. Quand on dit, par exemple, qu'un homme a été... ils ont frappé d'illumination, oui, c'est parce qu'il atteint un certain niveau. Et ces lumières, d'ailleurs, il y a la lumen naturale, il y a la lumière naturelle, voyez, et puis il y a la lumière surnaturelle. Et ceci est un vocabulaire, je le répète, scolastique, qui a été repris par Descartes, qui est élève des Jésuites, qui est un homme remarquable. Vous savez, c'est quand même, je parle de Descartes parce qu'il est toujours marqué par la mauvaise maçonnerie d'aujourd'hui comme étant un libre penseur. Non, c'est lui qui... Écoutez, pour avoir converti la reine de Suède, quand même, qui était le chef des protestants, au catholicisme, il faut quand même avoir une certaine, disons, capacité, volonté, voyez-vous. Et je crois que ce cortège des grands hommes va à l'encontre des fausses lumières ou des petites lumières. Il y a pire que les fausses lumières, ce sont les petites lumières. C'est celles qui nous font trébucher. Très bien. Eh bien, je pense que nous avons essayé d'analyser un peu le chaos dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc je vous remercie, professeur, d'avoir encore une fois, pour la seconde fois, accepté cette rencontre. Et je vous salue. Merci. Et je salue aussi. Et je vous dis à bientôt, je l'espère. Nos amis catalans qui sont là. Merci, monsieur. Merci. Professeur.